Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est parti pour la preview de cette Vuelta a España 2026 qui s'élancera dès samedi de Monaco. On va faire un petit peu, comme d'habitude, la revue d'effectifs, les différents favoris, les candidats pour les différents classements. Je vous montrerai également mon pronostic dans cette vidéo. Voilà donc ce qui est au programme, ça commencera le 22 jusqu'au 13 septembre. On va d'abord analyser un petit peu le parcours à la loupe, étape par étape, avec un parcours assez violent. Au niveau des favoris, Poggi et les autres, on l'a compris, hein, comme sur le tour, même peut-être encore plus. Ça risque d'être Poggi contre le reste du monde. Le piège du maillot vert, pas mal de candidats, mais un maillot vert pas si facile que ça à conquérir sur la Vuelta. On verra surtout le parcours qui attend. Et une vraie place pour les baroudeurs avec énormément de coureurs pour jouer ce classement. Et je vous livrerai ensuite mes pronostics. Juste avant, je tourne mardi soir, vous allez voir normalement la vidéo mercredi soir. Au moment où je tourne, toutes les équipes n'ont pas encore dévoilé leur start list officielle. Il nous reste Bahreïn, IF, Ineos, Net Company, la NSN et également l'équipe Pinarello. Donc quelques équipes encore qui n'ont pas donné tous leurs noms, mais bon, on a quand même la plupart des gros coureurs attendus qui sont annoncés officiellement en tout cas. Le palmarès l'année dernière, c'était Jonas Vingegaard qui avait remporté clairement cette Vuelta. Il avait dominé Joao Almeida et Tom Pidcock. On voit un homme, hein, qui l'a remporté plusieurs fois, c'est Primoz Roglic. C'est quand même assez chasse gardée de l'équipe Visma, même si 2024 Roglic était chez Bora. On a Remco en 2022, bien sûr, chez Quick-Step. Et après, il fallait remonter à 2018, Simon Yates, bien évidemment, et Chris Froome en 2017. Mais les Visma qui sont forts cette année, ça risque d'être compliqué pour eux. Le classement justement de l'année dernière avec Vingegaard qui s'était imposé devant Almeida et Pidcock. On avait eu ensuite Hindley, Riccitello, Giulio Pellizzari, Sepkus, Felice Gall, Thorsten Trein qui avait d'ailleurs porté le maillot de leader l'année dernière et Matteo Jorgensen. On avait eu pas mal d'étapes, hein, l'année dernière qui avaient été perturbées par des manifestants, par des incidents et donc pas mal d'arrivées d'étapes perturbées, mais certaines étapes annulées, etc. Donc c'était une Vuelta assez particulière l'année dernière pour se remémorer un petit peu. D'ailleurs, on avait eu le fameux podium de la dernière étape un peu organisé à l'arrache et c'était très particulier. Les étapes donc de cette Vuelta, on aura en chiffres 3275 kilomètres. Vous le voyez, on va partir de Monaco, on va aller à Manosque, ensuite on descendra dans le sud de la France, on va aller chercher les Pyrénées, et ensuite ça se fera vraiment dans le sud de l'Espagne, ce tracé de la Vuelta. Là, c'est vraiment, on longe quasiment tout le temps la Méditerranée, jusqu'à l'arrivée finale à Grenade. 4 étapes vallonnées, 4 étapes de plaine, 4 étapes de moyenne montagne, 6 étapes de montagne, 2 contre-la-montre et en tout, bien sûr, les 184 coureurs qui seront représentés. La première étape, il s'agira d'un contre-la-montre d'ouverture dans les rues de Monaco, un peu comme il y a quelques années, en 2009 sur le Tour de France. On avait eu un chrono à Monaco. Pas difficile ce chrono, ça devrait profiter aux gros rouleurs et directement faire des petites différences entre les grimpeurs et les meilleurs rouleurs. Même si c'est que 9 kilomètres, ça peut perdre du temps et ça peut être assez technique également dans les rues de la Principauté. La deuxième étape, on quittera Monaco et on ira du côté de Manosque. Étape assez vallonnée là aussi, avec quelques petites difficultés, une arrivée, un peu punchy dans le final. Pour, les coureurs, il y a des hommes rapides, il y a des Van Aert, il y a des Pedersen qui peuvent se faire un malin plaisir à mon avis sur ce genre d'étape. La troisième étape, les choses sérieuses, arriver à fond romeu, un peu le style, hein, de l'étape du Tour qui arrivait aux angles, mais là on va partir de Gruissan, donc on va partir, du niveau 0 tout simplement. On part, en bord de mer et ensuite on va remonter en permanence avec, les différentes, difficultés. Le col de Mont-Louis, on l'avait gravi sur le Tour de France il y a quelques années et ensuite l'arrivée à Font-Romeu, donc ça va être, là aussi, un peu comme, sur l'étape des Angles, mais en plus dur le final. Ça va être assez intéressant je pense et déjà peut-être un Pogačar qui va frapper son premier coup. Quatrième étape, très, très solide aussi, très courte, 104 kilomètres dans la principauté d'Andorre.
d'une principauté à une autre. On n'a toujours pas mis les pieds en Espagne pour l'instant sur cette Vuelta. On est habitué avec vraiment de très, très beaux cols. Le col d'Envalira notamment et ça va être assez incroyable puisqu'on va monter le col de l'Envalira, on va redescendre une partie, passer sous le tunnel, revenir en fait à la même chose et ça va être, très, très, très exigeant. Il y a pas un mètre de plat tout simplement sur cette étape et 104 kilomètres hyper intense. Ça promet, on sera au-dessus des 2000 mètres en plus sur cette étape donc bien sûr, ça aura son importance. La cinquième étape, l'arrivée donc du côté de Roquetes Pérez de l'Herbé, de l'Hébré. Ça sera une arrivée, peut-être pour les sprinteurs, même si on aura, une difficulté dans les 30 derniers kilomètres. Je pense que ça devrait, profiter quand même aux sprinteurs qui auront envie d'aller chercher cette étape. Sixième étape entre, Alcocebre et Castello. Là, c'est une belle étape par contre pour les baroudeurs avec, une ascension dans les tout derniers kilomètres, une belle arrivée en descente. Ça va être assez intéressant je pense et ça pourrait permettre une, première échappée peut-être d'aller au bout. La septième étape, arrivée au sommet à Aramon Valdelinares. Étape où on va faire que monter quasiment tout au long de la journée, plusieurs difficultés, 149 kilomètres et là encore, hein, peut-être une étape pour Poggi qui pourrait aller, pas chercher le record parce que le record sur une édition de la Vuelta, il est très élevé. Sur des vieilles éditions, il me semble que c'est Delio Rodriguez, si je dis pas de bêtises. J'en dis peut-être, il y avait Laurent Jalabert aussi, l'année où il avait gagné la Vuelta, qui avait, gagné une flopée d'étapes. Mais on peut avoir un Pogacar qui va chercher en tout cas son record de victoire d'étape sur un grand tour. Ça me ça me choquerait pas vu le collectif en plus aligné par l'équipe UAE. La huitième étape entre Pucciol et Chiraco, étape, là encore, hein, un petit peu difficile à pronostiquer. Les sprinters punchers qui peuvent passer sur ce genre d'étape, hein, des Van Aert, des Pedersen, qui seront à mon avis, plutôt costauds sur ce genre d'étape donc bah et on les suivra. La neuvième étape, arrivée à l'Alto de Aitana, une grosse ascension finale. Là aussi, en plus, l'étape est assez technique, hein, avec plein de petites difficultés typiques de la Vuelta. Et le final, arrivé au sommet, une très très belle ascension, soit pour les échappés, soit pour Monsieur Pogacar. La dixième étape entre Alcaraz et Elche de la Sierra, étape, peut-être pour les sprinteurs, mais elles sont jamais toujours pour les sprinteurs les étapes, hein. Il y a toujours des petits pièges et on aura, peut-être encore une fois un coureur comme Van Aert ou Pedersen qui seront les 2 plus forts sur ce genre d'arrivée. 11e étape entre Carthagène et Lorca, un final là par contre qui devrait être taillé pour les hommes les plus rapides. 12e étape entre Vera et Calaralto, une arrivée au sommet à nouveau avec, un final, assez irrégulier, pas si facile que ça. Sur le papier, ça peut être une belle étape vraiment pour les échappés, avec ce final un peu technique, mais après comment UAE aussi, gère et laisse partir les échappés. 13e étape entre Almunecar et Loja, une arrivée, taillée normalement pour les sprinters, on verra, encore présent. 14e étape entre Rennes et la Sierra de la Pandera, une arrivée au sommet, une arrivée pour les hommes forts et peut-être pour le classement général pour, une fois de plus, mettre en difficulté un peu tout le monde. La 15e étape entre Palma del Rio et Cordoba, arrivée, peut être taillée pour les sprinters, mais aussi peut-être pour une échappée. C'est une étape un peu baroudeur, hein, ça, sur la Vuelta quand on voit le profil. La 16e étape entre Cortagana pardon et la Rabida, arrivée, très, très, très favorable aux sprinters cette fois-ci. On aura, quand même, du plat dans le final et pas trop de difficultés. Permettra, je pense, de contrôler. Nouvelle arrivée sans doute pour les sprinters entre Dos Hermanas et Séville. Là, c'est, parfait, c'est taillé 100 pour nos amis les sprinters. La 18e étape contre-la-montre individuelle de 32 kilomètres entre El Puerto de Santa Maria et Jerez de la Frontera. Chrono un petit peu vallonné quand même, mais qui permettra, bah, de creuser encore, je pense, des différences entre les meilleurs rouleurs du top 10 pour affiner encore les places avant d'aller chercher les dernières étapes. Puisque
On aura pour la 19e étape l'arrivée à Peñas Blancas, quasiment 20 kilomètres d'ascension et une difficulté vraiment très, très, très violente pour en terminer. Et la 20e étape, je suis allé un peu loin, veille de l'arrivée, ça sera le Colado del Alguacil. Grosse étape, vraiment difficile. S'il y a un coureur qui est en grande difficulté, il peut perdre très gros sur ce genre de tracé parce qu'on le voit, il y a vraiment pas mal d'enchaînements de difficultés. Ça peut faire forcément très, très, très mal. Et la dernière étape, eh beh, pour une fois, ça sera pas Madrid, mais ça sera Grenade, avec une arrivée, assez technique, assez un peu punchy. Pourquoi pas avoir un final un peu comme on a maintenant sur les Champs-Élysées avec Montmartre. On va donc passer à la présentation des différents favoris pour le classement général. Je les ai classés, vous allez le voir, avec les petits maillots rouges de la Vuelta, un maillot candidat top 10 ou en tout cas, potentiels coureurs qui peuvent être dans le top 10, les candidats top 5, les candidats au podium et candidats à la victoire. Enfin, pas spoiler, il y en a un seul qui est candidat à la victoire. On va commencer. Alors, j'ai choisi 2 jeunes. C'est Luke Tuckwell de l'équipe, Bora. Il aura Primoz Roglic, donc ça lui enlèvera de la pression. C'est son premier grand tour à Luke Tuckwell, donc il ne sera pas, le gros leader de cette formation Red Bull, qui est une belle petite équipe en plus. Il y aura d'autres coureurs, assez jeunes, des Frédéric Vandal, des Callum Turnley, Finn Fisher-Black aussi qui sera présent. Belle équipe pour entourer Roglic. Il a fait une grosse saison, deuxième du Tour Auvergne Rhône-Alpes, il a porté le maillot de leader, sixième du Romandie, donc 22 ans honnêtement sur son premier grand tour, hâte de voir ce qu'il peut faire et ça peut être un candidat éventuel au top 10. On surveillera également le premier grand tour de Jørgen Nordhagen, le coureur de l'équipe Visma. Sans Vingegaard, sans gros leader maintenant pour le général, eh ben pourquoi pas avoir une belle perf de Nordhagen, assez régulier, quatrième du Romandie, deuxième du Grand Camino et huitième de l'UAE Tour cette saison, le jeune Norvégien. Un autre Norvégien qui a fait un bon début de saison mais qui a été un peu plus dans le mal, c'est Tobias Johansen, qui n'a jamais participé lui à la Vuelta, mais qui avait fait un bon début de saison, quatrième de Tirreno, troisième du Pays Basque, cinquième aussi sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, où il avait joué le général un peu à contretemps, en revenant des fois grâce à des échappées. Mais voilà, ça peut être un potentiel candidat top 10. On sait que c'est un bon puncher, il passe bien les étapes un peu vallonnées. Heu, il y a moins d'étapes de haute montagne, vraiment comme sur le Tour. Ça peut être un profil assez intéressant, Tobias Johansen. Hâte de voir son état de forme et de voir ce qu'il peut donner dans ce classement général. Mikel Landa, alors on le met, le vétéran espagnol qui quittera un Quick Step à la fin de la saison. Il y a 3 ans, il avait terminé 5e. Pourquoi pas candidat au top 10? On ne connaît pas du tout son état de forme à Mikel Landa. 15e du Tour de Catalogne cette saison, mais bon, c'est sa course, la Vuelta, on le sait. Les Espagnols se transcendent à chaque fois sur les courses espagnoles, donc voilà pourquoi je l'ai mis à ce niveau-là. De même pour Carlos Rodriguez, qui fait pas la plus grosse de ses saisons, mais 6e en 2022. Il a souvent été pas mauvais sur la Vuelta, Rodriguez. Et encore une fois, comme Landa, comme Enric Mas, c'est des Espagnols et c'est leur course et ils sont toujours et souvent au rendez-vous. Kernel Brooks pour la Movistar, déception du Tour de France où il avait abandonné. Il fait une saison pas mauvaise et c'est un candidat pour le top 10, peut-être 3 ans après sa 8e place. Pourquoi pas le revoir dans le top 10, le coureur de Movistar. Il aura lui aussi, pas le statut de leader unique, mais il peut se débrouiller avec, Enric Mas. Les 2, on verra comment ils collaborent et cohabitent dans cette équipe pour éventuellement aller chercher une place dans les 10. Sepp Kuss, alors, 3 grand tour quand même, il va enchaîner Sepp Kuss, 13e du Giro, 13e du Tour. Victoire d'une étape d'ailleurs sur le Giro, pour le vainqueur 2023, pas 2026. Bon, on le saurait pas encore, hein, mais bon voilà, non, c'est 2023, c'est pas 2026, petite erreur, pour Sepp Kuss. Fait encore une fois une bonne saison, lui aussi, hein, l'année dernière, il avait terminé dans le top 10, en roulant pour, Jonas Vingegaard. Cette année, il y a pas de leader dans cette équipe, Visma, donc pourquoi pas au jeu des échappées et cetera. Sepp Kuss, à mon avis, il cherchera les victoires d'étape. Pourquoi pas le retrouver dans le top 10, l'américain. Un autre américain, Matthew Riccitello, un gros début de saison pour lui et il s'est un peu effondré. Il avait terminé 5e l'année dernière, Riccitello.
c'était pas le meilleur équipier de Sexas sur le Tour de France. Il a eu quand même quelques petits pépins de santé aussi. Mais, à voir ce que ça va donner, même si il sera le lieutenant, surtout, de Félix Gall en montagne avec, Gregor Moulberger. Ça m'étonnerait qu'on le revoie au même niveau, en tout cas, que l'année dernière. Donc j'ai l'impression que le niveau est un peu au-dessus, que l'année dernière. Enric Mas, bah, lui, hein, 3 fois 2e de cette, Vuelta. 5e du Tour de Burgos, on l'avait trouvé assez, invisible et il monte en rythme. C'est du classico avec Enric Mas. Ça peut être un candidat au top 5. On peut dire que c'est fou de le mettre candidat top 5, mais Enric Mas sur la Vuelta, c'est un autre coureur. On le sait très bien, on l'a vu à chaque fois. Et 5e du Tour de Burgos, il monte en force, Enric Mas. Ça serait pas déconnant de le retrouver bien placé dans le top 10. Pourquoi pas pour venir toquer à la porte du top 5. Joao Almeida, candidat top 5 aussi. Il sera équipier de Poggi. On sait que même en étant équipier, il peut faire de très belles perfs. Mais saison ultra compliquée pour Joao Almeida. Début de saison avec 2e du Tour de la Communauté de Valence, 3e du Tour d'Algarve. Lui qui avait terminé dauphin l'année dernière et qui en début de saison était clairement mon favori pour le général de cette Vuelta. Là, ça va être dur pour Joao Almeida. Il va être équipier et il a une saison vraiment compliquée. On verra d'ailleurs s'il va jusqu'au bout. Sur le Tour de Pologne, malheureusement, bah, il est tombé, donc on n'a pas pu savoir à 100% son niveau. Primoz Roglic est 4 fois vainqueur, hein, clairement, c'est le recordman de victoires sur la Vuelta. Il aimerait bien aller chercher une 5e couronne, Roglic. 15 victoires d'étape, je crois, sur la Vuelta pour Roglic. Il se fait un petit peu vieux, 36 ans, mais il fait une saison encore vraiment correcte. Le problème pour Roglic, ça sera bah, qu'il a eu cette chute à la fin du mois de juillet, renversée par un automobiliste. Et donc, ça risque pas d'être du grand Roglic peut-être au niveau forme. Donc pour le podium, ça va être peut-être un peu compliqué. Même si à l'expérience, il pourrait. Je le mets candidat top 5, mais pour moi, pas encore, peut-être au niveau du candidat podium, puisque devant lui, bah, il y a du solide et on commence avec Oscar Onley qui a pas pu participer au Tour, mais qui vient vraiment très bien 2e du Tour de Burgos. Je le trouve vraiment solide, Oscar Onley. Il a l'expérience. Sur les grands tours, il avait quand même joué, pendant 3 semaines le podium l'année dernière sur le Tour, 4e au final. Mais c'est encore vraiment solide et je pense qu'il peut vraiment se permettre d'aller chercher une grosse place, peut-être, pas loin lui aussi du podium et peut-être le favori numéro 1 également pour le maillot du classement, des jeunes de moins de 25 ans. Richard Carapaz, normalement il sera présent Richard, alors il va peut-être jouer, les étapes, comme il avait fait sur le Tour. Je pense qu'il a quand même le niveau pour jouer le général quand on voit les mecs qu'il y a autour de lui. Et ce qu'il a montré sur le Tour, ce qu'il a montré sur la Classica San Sebastian, il a clairement le niveau, bah, peut-être pas pour aller jouer la gagne avec Pogacar. Je pense que c'est ça, hein, c'est que Carapaz, une place sur le podium, il s'en fout un petit peu. Il a déjà une place sur les podiums de tous les grands tours. Lui, il préférait gagner. Je pense qu'il sait que face à Poggi, ça va être dur de gagner. Voilà peut-être pourquoi il va se mettre sur les étapes. Mais je pense que à la pédale, il peut presque gagner des étapes hein, s'il est solide, Richard Carapaz. Donc à voir. J'aimerais beaucoup, en tout cas, le voir jouer le podium à Richard Carapaz. 2e de cette Vuelta en 2020. Il a déjà porté le maillot de meilleur grimpeur. Il a été pas mal d'étapes aussi sur la Vuelta. Voilà, c'est quand même un sacré client. Mathias Kelmoz, lui aussi 5e il y a 2 ans, mais énorme saison hein, de Skelmoz, 2e de l'Amstel, 6e du Dauphiné, 6e du Tour. Et là, on est sur un parcours qui lui correspond bien, moins de hautes montagnes, pas mal d'étapes quand même assez punchy. On a vu que dans les gros pourcentages, il était quand même assez à l'aise, Skelmoz. Donc franchement, je pense que ça peut être une grosse Vuelta de Skelmoz. Très très gros candidat pour moi au podium. Et sur 3 semaines en plus, bah, il a montré hein, de belles références, surtout sur le Tour de France, où bah, il avait dans les pattes Juan Ayuso. Il a vraiment été hyper régulier, donc attention à lui pour le podium. Et Félix Gall, pour moi, c'est le 2e homme, presque 3,5 hein, de maillot pour lui parce que, bah, il fait une saison exceptionnelle, 5e de l'UAE Tour, 6e de Catalogne, 2e du Giro où il était, derrière Vingegaard et devant tous les autres à chaque fois, vainqueur du Tour de Burgos, 8e l'année dernière. Pour moi, Félix Gall, c'est vraiment, très, très gros coureur cette saison, un peu sous-coté peut-être,
et ça me choquerait pas qu'ils viennent chercher, une nouvelle place sur le podium après le Giro. Et forcément le favori numéro un, bah, il est là, Poggi, pour boucler la boucle, pour faire comme Vingegaard et remporter, en carrière les 3 grands tours. Une seule participation, c'était son premier grand tour en 2019 où il avait terminé troisième. Cette saison, bah, voilà, hein, Stradé, Sanremo, Ronde, Liège, Romandie, Suisse, Tour de France. On pourra peut-être rajouter Vuelta, championnat du monde, championnat d'Europe et Lombardie d'ici quelques semaines. Mais sauf pépin pour moi à la pédale, impossible de venir battre, Poggi. Il y aura quand même quelques sprinters intéressants, avec un niveau assez homogène. On aura Caden Groves qui est quand même, maillot vert 2023-2024, Pedersen maillot vert 2022-2025 et je disais en début de vidéo, bah, il y a souvent un peu le paradoxe du maillot vert. Vous avez vu les étapes, il y a quand même, très peu d'étapes pour les sprinters, donc un profil Pedersen-Van Aert pour aller chercher ce maillot vert, ça me semble, pas mal du tout. On voit, hein, qu'il y a quelques années, c'était encore les leaders du général qui se battaient pour ce maillot. Pogacar, qui peut être vraiment, favori, hein, s'il vient chercher, 8 étapes, Poggi, il peut repartir avec le vert. Il y aura Mathieu Brennan à surveiller, Dainese, Jordi Meeus, Brian Cocard, Marc Brostanga, Margin Van den Berg, Christophe Laporte, Axel Laurence, Alexis Renard, Or Louis Aular et Magnus Cort qui marche toujours pas trop mal, Magnus Cort sur la Vuelta. Les baroudeurs, on a une flopée de baroudeurs aussi, très intéressant au niveau des baroudeurs. On aura Bentelet pour l'équipe Visma Lease Bike, on aura Lorenzo Fortunato, toujours, toujours intéressant, Lorenzo Fortunato à surveiller, Harold Terrada, Léo Bizio, Jevine, Marco Brenner, on aura Christian Rodriguez, Valentin Paré-Plain, Tianir, Tivan Sosa, Andreas Kron, Clément Berthet, Guillaume Martin, Bjarno Huidar pour son premier grand tour à surveiller, Filippo Zana, Pablo Castrillo ou encore Buitrago. Est-ce que candidat top 10 ou pas Buitrago? Pour moi, il a quand même bien baissé en niveau, donc il sera plus candidat pour les étapes. Et je viens de regarder juste à l'instant, taille d'avant, j'avais mis Vandenberg. A priori, Vandenberg ne sera pas dans la start list. Il était dans la provisoire et a priori, IF vient de le donner. Il n'y aura de, pas de Vandenberg, donc ça sera 100% quand même autour de Carapaz. Mes pronostics maintenant, alors je vais pas trop me mouiller. Pour le général, je mets Poggi devant Félix Gall. Comme j'ai dit, Félix qui est quand même pour moi le deuxième homme. J'ai bien envie de mettre Richard Carapaz sur le podium. Pour moi, ça serait un très très beau podium. Si par un hasard quelconque Poggi vient abandonner, on pourra avoir une bataille exceptionnelle pour le général, vraiment. Et je me dis quand même sans Poggi, on aurait eu un Tour d'Espagne exceptionnel, peut-être un des meilleurs tours. Bon, on l'a pas, hein, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais des dernières années en termes de niveau, parce que Gal, Carapaz, Kelmoz, Only, même un Roglic, Almeida qui peuvent augmenter leur niveau, Enric Mas, peut avoir vraiment un énorme, énorme tour si c'est ces mecs-là qui se jouent leur victoire. Je mets Skelmos quatrième, à voir si Carapaz joue le général ou pas, sinon Skelmos pour moi prend la place sur le podium. Oscar Only, Enric Mas 6e, voilà, Roglic, Almeida, Sepkus que je vois finir dans le top 10 et Kian Brooks, je l'avais mis sur le tour top 10, bah là voilà, là je pense qu'il peut faire top 10. Le maillot vert, allez, c'est pour mettre un mec différent à chaque fois. Wood Van Aert, maillot à poids Lorenzo Fortunato, il a envie de viser ce maillot et je pense que c'est un très bon candidat. C'est un coureur offensif Fortunato, donc ça serait joli. Oscaroni en maillot blanc, bah ça, normalement, ça devrait le faire s'il termine comme ça. Et UAE, meilleure équipe, parce que bon, il y a quand même du Sivakov derrière qui peut aller chercher une belle place. Peut-être Pablo Torres aussi pour son premier grand tour. Il y a Jevine, UAE lui aussi, hein, qui peut être candidat pour le maillot de la montagne. Donc on surveillera tout ça. N'hésitez pas vous à me donner vos petits pronostics dans les commentaires, qui vous voyez sur le podium, qui vous voyez gagner le plus d'étapes, qu'est-ce que vous pensez du parcours, des favoris, etc., etc. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.